Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sans script et sans filtre. Aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois d'un livre que j'aime beaucoup et j'en profite pour vous dire que sur cette chaîne, je ne parlerai jamais de livres qui ne m'enthousiasment pas parce que s'amuser en fait à faire des critiques extrêmement sarcastiques, ironiques, où on descend une œuvre ou un auteur en flèche, euh, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc chaque fois que vous cliquerez sur une de ces vidéos, eh bien ce sera pour entendre une critique plutôt positive. Pour vous parler du livre d'aujourd'hui, eh bien nous allons par la magie de la narration nous déplacer jusqu'à la ville d'Oxford et jusqu'en 1936, probablement 1936. Nous survolons cette charmante bourgade et nous arrivons dans un pub qui s'appelle The Eagle and Child. J'ai essayé de prononcer de l'anglais, vous avez vu. Bref, désolée. Donc nous arrivons dans ce pub et à l'intérieur de ce pub, il y a une petite pièce qui s'appelle The Rabbit Room. Mon Dieu, je ferai un truc de science-fiction française la prochaine fois. Bref. Et dans cette pièce se trouvent deux amis qui sont en train de discuter. De quoi discutent-ils? Eh bien, j'espère qu'ils ne sont pas en train de parler de théologie parce que entre eux, ça se termine souvent mal. Alors, bien sûr, tous les amateurs ont reconnu de qui il s'agit, ces deux amis, deux augustes professeurs de l'université d'Oxford dans les années 30. Évidemment, il ne peut s'agir que des légendaires Lewis et Tolkien. Donc voilà, je dis, j'espère qu'ils ne sont pas en train de parler de théologie parce que ça a été un peu une épine entre eux dans l'amitié qu'ils pouvaient avoir, puisque quand ils se sont rencontrés, Lewis était un athée convaincu. Et il avait des raisons pour l'être, hein, étant donné qu'il avait perdu sa mère très jeune, il avait été envoyé dans un pensionnat en Angleterre, lui étant irlandais, où il avait été globalement assez maltraité. Ensuite, il est allé faire la guerre en France pendant la Première Guerre mondiale. Il a failli mourir, il a vu mourir beaucoup de gens autour de lui, donc il était très fâché avec Dieu. Euh, ce qui peut tout à fait s'entendre. Et Tolkien n'était pas du tout satisfait de cet état des choses, et donc a fait tout son possible pour convertir Lewis, ce qu'il a réussi à faire au bout d'un moment, donc voilà. Bien qu'il ait été un gros forceur, eh bien pour une fois, ça a marché. Bon, mais malheureusement, Tolkien aurait souhaité qu'il se convertît au, au catholicisme romain comme lui-même, alors que Lewis est revenu à, à la foi de sa mère, en fait, et donc il est redevenu un protestant anglican. Ce qui a été une source de problèmes entre eux, de dissensions. Bon, malgré cela, ils sont restés amis jusqu'à la mort de Lewis, qui fut un énorme choc pour Tolkien. Il a dit qu'il s'était senti à ce moment-là comme un arbre dont on aurait coupé les racines. Euh, mais voilà, leur vision des choses sur ce point-là était très différente. C'est-à-dire que pour, euh, pour Tolkien, toute la vérité tenait dans l'Église catholique romaine. C'était un catholique conservateur, et en dehors de cette église, pour lui, point de salut. Pour Lewis, la vérité était, comme le dit le proverbe soufi, un miroir brisé dont chaque culture portait un éclat. Et il a écrit des livres d'apologétique, donc de défense de la foi chrétienne, mais dans ces livres d'apologétique, il avait souvent le mérite de parler d'autres religions, d'autres cultures, d'autres traditions, en les mettant en avant comme des, des voies de compréhension du monde tout aussi valables que la sienne. C'est quelque chose qui est très appréciable lorsqu'on lit les travaux de C.S. Lewis. Mais ce jour-là, ils ne parlent pas de ça, ils ne vont pas s'écharper à ce sujet-là. Ils parlent d'un sujet sur lequel ils sont parfaitement d'accord, qui est la littérature de fiction spéculative de leur époque, qui, ma foi, ne leur plaît guère.
il n'aime pas particulièrement les thèmes qu'elle aborde et il n'aime pas la façon dont elle l'aborde. Tous les 2 sont opposés à ce qu'on pourrait appeler une forme de scientisme, à une forme de matérialisme. Ça se sent dans leurs œuvres, hein. Si vous avez lu, aussi bien, alors leurs œuvres les plus connues, bien sûr, Narnia que Le Seigneur des Anneaux, voilà, ce sont des gens qui, mettent des valeurs élevées au-dessus du matérialisme. Donc, des valeurs, d'honneur, de courage, de vertu, voilà, ça c'est dans les 2 œuvres, on retrouve ce genre de choses et tous les 2 étaient très intéressés par, le passé, médiéval de leur ère civilisationnelle. Ils étaient intéressés par les mythes nordiques, par les mythes celtiques et tous les 2, voilà, n'étaient pas très satisfaits de l'époque dans laquelle ils étaient, et ils avaient raison d'en être insatisfaits, puisque là, si nous sommes en 1936, eh bien, ils devaient avoir aussi l'intuition de ce qui allait se produire et l'intuition de ce que la science à l'échelle industrielle allait produire comme destruction et comme mort, hein, tout simplement. Donc ils sont mécontents de tout ça, et ils discutent et ils disent: «Bah, c'est dommage quand même que ces livres ne correspondent pas à ce que nous aimons. Eh bien, écrivons des livres de science-fiction, de fiction spéculative qui vont nous plaire dans ce cas. Allez, d'accord, d'accord». Alors ils se disent: «Ben voilà, on va en faire 2. Alors, il y en a un de nous qui fera, un voyage dans le temps et puis l'autre qui fera un voyage dans l'espace». Ben oui, hein, ils avaient lu, Wells tous les 2, donc on avait La machine à explorer le temps d'un côté et puis, la guerre des mondes de l'autre. C'était voilà, ils s'en prenaient un petit peu à Wells. Et ah ben lequel va faire quoi? Allez, on tire à pile ou face. Il tire à pile ou face et Tolkien se retrouve avec le voyage dans le temps, Lewis se retrouve avec le voyage dans l'espace, l'exploration spatiale. Bon, allez, on s'y met. Ils s'y mettent. Euh, Tolkien écrira une ébauche qui s'intitule, il me semble, The Lost Road, qu'il n'a jamais terminée. Quant à C.S. Lewis, lui, ben, il a carrément écrit une trilogie avec ça, qu'on appelle la trilogie cosmique. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce premier livre, Au-delà de la planète silencieuse. Quelle introduction, elle aura duré 7 minutes et demie. Bon, donc lui, il a tenu son pari, donc j'espère que Tolkien lui aura payé un coup pour se faire pardonner d'avoir... de ne pas avoir tenu le sien, enfin bon, cela les aura regardés au final. Alors, de quoi ça parle au-delà de la planète silencieuse? Donc, notre Lewis commence par une petite introduction où on sent tout à fait son ironie. Hop. Enfin, il écrit note. Certaines allusions un peu désinvoltes à des histoires antérieures de ce genre que l'on pourra trouver dans les pages suivantes ont été placées là dans un but purement dramatique. L'auteur serait navré que quelques lecteurs puissent supposer qu'il était trop stupide pour apprécier les fantaisies de Monsieur H.G. Wells ou trop ingrat pour reconnaître sa dette envers elle. Voilà. Le lecteur qui connaît C.S. Lewis sait à quel point il manie l'ironie, le sarcasme. C'est quelqu'un qui adore l'humour et tous ses livres d'ailleurs, moi, je trouve que c'est une note particulièrement intéressante dans tous ses ouvrages, même les ouvrages d'apologétique. On y trouve un humour tout à fait particulier, tout à fait pince sans rire, qu'on peut voir dès cette petite note. Donc, de quoi s'agit-il dans Au-delà de la planète silencieuse? Alors, je ne vais pas divulgacher, après tout, le livre est sorti en 1938, vous n'avez probablement pas encore eu le temps de le lire. Je vais vous raconter le début et vous dire en quoi il est intéressant. Au début, nous nous trouvons avec un professeur d'université, philologue, bon, comme par hasard, hein, donc comme Lewis lui-même et comme Tolkien lui-même, qui fait une randonnée en Angleterre. Donc il marche tout seul. Oui, non, il marche tout seul, c'est bon. Il marche dans la campagne anglaise, et pas dans les rues, et pas dans la nuit, et tout ça, non. Il marche dans la campagne anglaise et il va de désillusion en désillusion parce qu'il avait prévu de s'arrêter dans une auberge pour la nuit et cette auberge, a changé de propriétaire et il n'a pas été accueilli
comme il l'aurait voulu. Hein, donc, il, il le décrit, l'aimable vieil aubergiste sur qui il comptait avait été remplacé par quelqu'un que la serveuse appelait madame. Et la dame en question semblait bien être une aubergiste britannique dont la tradition orthodoxe, qui tient les autres pour un fléau. Voilà. Donc, il n'est pas accueilli dans cette auberge. Sur sa carte est indiquée une auberge 6 miles plus loin. Et donc, il marche, et il commence à être un petit peu fatigué. Il tombe sur une ferme. Dans cette ferme, il tombe sur une dame un petit peu âgée qui, malgré l'indigence de son vocabulaire, parvient à lui faire comprendre qu'elle est tout à fait paniquée parce que son fils, qui travaille dans une propriété un petit peu plus loin, n'est pas revenu. Et elle lui explique, eh ben, écoutez, je sais que mon Harry est quelqu'un de simple, mais il est très travailleur, il doit revenir à 18h, il travaille de 8h à 18h, ça suffit bien, donc il faudrait que ces messieurs le laissent repartir. Ah bon, des messieurs, oui, oui, oh, il arrive à comprendre que ce sont probablement, à son instar, des professeurs d'université. Eh bien voilà une bonne affaire, se dit-il. Je vais me rendre à cette propriété, je vais renvoyer ce garçon chez lui, et ces personnes-là, ben, comme nous sommes du même métier, probablement ben, qu'ils m'inviteront. Allez, il y va, il arrive jusqu'à la propriété, et là il se rend compte que la propriété, ma foi, est un peu sinistre. Hein, il se demande s'il a vraiment bien fait de s'y rendre. Enfin, il a, il a fait une promesse, donc c'est quelqu'un, voilà, qui est un petit peu pusillanime, qui est dont on apprend dès les premières pages qu'il a fait la guerre et que son absence de courage physique l'a déçu. Donc là, voilà, c'est Lewis lui-même qui se met un petit peu en scène. Mais il a fait une promesse et il n'a qu'une parole. Donc il balance son sac au-dessus d'une haie, il va en dessous de la haie au mépris des orties et des ronces, il sort de là, et il tombe sur cette propriété où il ne voit personne, mais il entend des cris. Il va là où étaient les cris et il se rend compte que là, il y a deux hommes en train d'essayer de faire rentrer, de forcer un jeune homme à faire Dieu sait quoi. Donc il intervient, alors, assez timidement, en disant allons, allons, que se passe-t-il, messieurs? Et là, comme les deux hommes sont fâchés après lui, évidemment, mais l'un des deux le reconnaît. Il a été à l'université avec lui. Ça tombe bien. Donc, ça calme tout de suite le jeu. La personne qui l'a reconnu, donc c'est un autre professeur qui s'appelle Divine, je suppose que ça se prononce ainsi. Donc il présente notre professeur, donc Ransom, à l'autre. Voilà, donc l'autre, il le présente ainsi. Euh, Le Weston, tu sais, le grand physicien, au petit déjeuner, il mange Einstein en toast et boit une pinte du sang de Schrödinger. Weston, permettez-moi de vous présenter mon vieux condisciple, Ransom, Dr. Elwin Ransom, le Ransom, vous savez, le grand philologue qui mange Jefferson en toast et boit une pinte. Ça ne me dit rien, dit Weston. Voilà, leur association va commencer comme ça. Donc là, notre Ransom les convainc de laisser partir le jeune homme, qui effectivement semble être un petit peu simple, et puis il s'installe et ils lui servent à boire. En fait, sa boisson est droguée et il a juste des bribes où il se rend compte qu'en fait, ils voulaient se servir du jeune homme comme cobaye pour quelque chose, et lui est outré parce qu'on apprend à ce moment-là qu'il est même contre la vivisection, donc là il se demande où il est tombé, et finalement quand il se réveille, eh bien il se rend compte que par la fenêtre, il voit la lune, et que ce n'est absolument pas normal, parce que ce n'était pas un jour de pleine lune, et que ça ne ressemble pas à la lune. C'est un astre, c'est dans le ciel, mais ça n'est pas la lune. Et là, un de ces deux kidnappeurs, puisque c'est comme ça, lui annonce que non, ce n'est pas la lune, c'est la Terre. Donc il a un instant d'immense panique, et l'autre lui dit non mais calmez-vous, on n'a pas assez d'oxygène pour gérer une crise de panique, là on est en route vers Malacandra, et, euh, et voilà, vous faites partie
d'une aventure qui est pour la gloire de toute l'humanité. Donc maintenant, bouclez-la, hein. Si vous êtes trop ingrat pour vous rendre compte que là, c'est la chance de votre vie, vraiment, c'est que vous ne méritez pas d'être un si grand intellectuel. Et voilà ce qui se passe. Donc ils sont en route vers Malacandra. Ils demandent à quelle planète cela correspond dans notre langue, parce que ce sont les indigènes qui l'appellent comme ça, lui apprend-on. Et il n'obtient pas de réponse, que du sarcasme. Le voyage dure comme ça, et pendant le voyage, il se rend compte qu'en fait, les indigènes qui habitent sur Mars, effectivement, ne sont probablement pas si charmants qu'on pourrait le croire, et qu'en fait, ces deux comparses avaient besoin d'amener un troisième homme, parce que les Sornes, donc les habitants de Malacandra, réclament, à ce qu'il comprend, un sacrifice humain. Au lieu de paniquer, cette fois-ci, il décide de toujours garder un couteau avec lui, et il décide que, quoi qu'il arrive, il ne se laissera pas faire. Ils arrivent au bout de 2 mois sur Malacandra, et là, j'arrête ma narration, parce que ça va être à vous de lire le livre et de voir ce qu'il va vraiment découvrir. Est-ce qu'il va se retrouver en face d'êtres absolument sanguinaires qui vont essayer de le dévorer, ou est-ce que ça va être tout à fait autre chose? Alors, ce qui est intéressant dans son livre, c'est en fait, il renverse un petit peu les, euh, comment dire, les patterns qu'on trouvait dans les livres de science-fiction de son époque. Donc, à ce moment-là, comme vous avez remarqué, ce ne sont pas des Martiens qui viennent conquérir la Terre, mais ce sont des Terriens qui vont conquérir Malacandra. Bon. Ils le font pour des motifs absolument pas nobles en vérité, puisque c'est une planète qui comporte énormément de minéraux intéressants, dont de l'or. Voilà. Donc là, ce sont les Terriens qui sont les envahisseurs, et il en profite pour exprimer les choses un petit peu négatives qu'il a remarquées dans cette société. Donc nous avons nos deux personnages qui l'ont enlevé. Donc Divine qui est en fait quelqu'un de très superficiel et qui est uniquement intéressé par l'or. Donc il est intéressé par le fait qu'il va pouvoir rentrer ensuite sur Terre, et s'offrir un yacht et une maison sur la Riviera. Quant à l'autre, lui, c'est le scientiste dans toute sa splendeur, qui ne pense qu'à coloniser pour l'espèce humaine. C'est tout ce qui l'intéresse, c'est de coloniser l'univers pour que l'espèce humaine puisse continuer à exister, tout simplement, et il se fiche complètement de la question indigène, comme il le dit lui-même. Donc voilà, C.S. Lewis, dans ce livre, va se mettre du côté de son héros, qui lui est contre la vivisection, était outré de voir de quelle façon les deux autres parlaient du jeune homme manifestement légèrement handicapé mental, et il s'oppose dans ce livre-là à tout ce qui va être l'utilisation de la science pour la destruction, en fait, et à tout ce qui se rapporte au colonialisme. Donc voilà, ça c'est une grille de lecture assez importante dans le livre. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que, évidemment, sans divulgacher, il va faire la connaissance de d'autochtones, donc sur Malacandra, et contrairement à ce qui se passe d'habitude dans les livres anglo-saxons, ou dans n'importe quelle œuvre anglo-saxonne, comme par magie, toute la galaxie parle anglais. Alors peut-être qu'au début, bon, il y a un petit peu de... ça bredouille un petit peu, mais enfin, très vite, les extraterrestres se rendent à l'évidence. Pourquoi ne pas parler anglais quand on le peut? Hein? Je vous pose la question. C'est le bon sens même. Mais là, non, pas du tout. Notre Ransom, c'est lui qui va devoir faire tout le travail, et on voit que Lewis était un véritable linguiste, parce que il va mettre au point, tout comme le faisait Tolkien dans ses livres, tout un vocabulaire, une grammaire, même. Alors, il va pas nous faire toute sa grammaire non plus, hein, mais voilà, on voit quelques éléments de grammaire de ci, de là, et c'est à lui, Ransom, de faire l'effort
de parler dans la langue des autochtones. Voilà. D'ailleurs, je pense que le fait qu'il ait inventé des langues comme ça, c'était aussi un petit clin d'œil à son ami Tolkien. Voilà. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire pour vous présenter ce livre-là. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura donné envie de vous intéresser à cet auteur. La plupart du temps en France, il est connu presque exclusivement pour Narnia, mais personnellement, voilà, moi je préfère son travail en science-fiction. Donc j'aime beaucoup la trilogie cosmique. Dans la trilogie cosmique, donc il y a Au-delà de la planète silencieuse, ensuite Perelandra et ensuite Cette hideuse puissance. Je pense que Perelandra est euh, globalement assez dispensable pour les personnes qui sont vraiment, vraiment, vraiment allergiques au thème biblique. Parce que là, bon, c'est un thème biblique qui est... Là, bon, tout, comme on en trouve dans Le Seigneur des Anneaux d'ailleurs, hein, c'est... Voilà, ni Tolkien ni Lewis ne s'en cachaient. Mais voilà, dans Perelandra, ça peut être un peu lourd, euh, alors que dans les deux autres, on est plus dans quelque chose d'un petit peu plus subtil, et puis on va retrouver des allusions à la littérature médiévale dont Lewis était un spécialiste. C'est plus riche à mon avis. Donc vous pouvez tout à fait lire tranquillement Au-delà de la planète silencieuse et Cette hideuse puissance, et peut-être, sauf si vous en avez la curiosité, laisser Perelandra de côté. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion personnelle. Après, voilà, si vous n'êtes pas allergique aux thématiques bibliques, vous pouvez le lire avec grand plaisir, même le relire plusieurs fois. Hein, voilà, c'est vraiment une histoire de sensibilité personnelle, mais je préfère vous prévenir. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Écoutez, comme il est de coutume chez les gens qui font des vidéos sur YouTube, moi je vous dis que vous pouvez vous abonner si vous en avez envie. Voilà, mettre un pouce, des commentaires, mais évidemment, vous vous doutez bien que je ne fais pas cette chaîne dans un but de monétisation, ni de quoi que ce soit d'autre, c'est juste pour m'amuser, pour discuter un peu. Donc, si vous avez envie de mettre des commentaires pour simplement le dialogue, c'est très bien. Et puis vous abonner si ça vous fait plaisir, mais je ne cours pas vraiment après ce genre de choses. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté, et puis à bientôt pour un nouvel épisode sans script et sans filtre. Au revoir.